Mercredi 15 mai 2024, merci de nous choisir pour vous informer. Les étudiants allocataires des universités publiques du Bénin n'ayant pas soumis leur demande d'études universitaires en ligne au titre de l'année académique 2023-2024 peuvent le faire à titre exceptionnel du 20 mai au 2 juin prochain. Le Bénin bloquait le 6 mai dernier l'embarquement du pétrole nigérien. Cette décision fait suite au refus du Niger d'ouvrir ses frontières malgré la décision de la CEDEAO. Vous suivrez dans le 13h l'analyse de politologues sur cette tension entre les deux pays. Dans le journal des sports, les 4 membres du département des sports dirigé par Benoît Daton ont été promus lors de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi. Pendant ce temps, les matchs qualificatifs des U17 démarrent ce jour à partir de 16h à Accra, au Ghana. C'est tout pour les titres. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Une rencontre s'est déroulée hier dans l'amphithéâtre Etisalat entre les étudiants de l'UNESTIC et les membres de l'administration avec à sa tête le directeur de la dite école Ferdinand Kpokwe. Avec les professionnels des médias, les étudiants futurs journalistes ont été sensibilisés sur les débouchés et les défis actuels de monde des médias. Plus de précision avec la conférencière Esther Tola, spécialiste communication stratégique à l'ambassade des États-Unis. On a d'abord parlé des débouchés parce que on a voulu expliquer aux étudiants en journalisme les possibilités qui s'offrent à eux après qu'ils aient terminé leur cursus, les différents métiers qu'ils peuvent faire, que ça soit journaliste, reporter d'image, journaliste d'investigation, etc., correspondant pour des organes de presse internationaux. Elle était au micro de Philbert Aroton. Nous restons avec vous, Philbert Aroton, dans ce même sillage pour parler toujours des débouchés et défis actuels du journalisme. Vous nous dites que les difficultés n'en manquent pas, n'est-ce pas, Philbert Aroton? Pour les hommes de médias, il existe différents types de professions capables de faire ressortir leur potentiel, quelle que soit la formation et la spécialisation choisie. Esther Tola, spécialiste en communication stratégique à l'ambassade des États-Unis, nous en parle. Quand vous êtes journaliste, la première chose que vous faites, c'est vous asseoir avec votre rédacteur en chef, votre directeur de publication, si c'est un journal, et les journalistes, vos collègues journalistes, pour décider des sujets que vous allez couvrir aujourd'hui. Donc, c'est même très souvent le rédacteur en chef qui, ensemble avec les autorités de l'agence de presse, dessine ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Et vous avez un autre métier, le reporter photographe. C'est le secrétaire de rédaction, parfois, son métier peut être confondu à celui du rédacteur en chef, mais pas toujours. Et c'est même pas recommandé parce que le rédacteur en chef a d'autres préoccupations sur lesquelles il vaudrait mieux qu'il se concentre. Malgré ces nombreux choix de profession, les journalistes sont toujours confrontés à certaines difficultés comme la désinformation, la malinformation et la mésinformation. Esther Tola. La malinformation, c'est la diffusion de l'information qui repose sur un fait, mais qui est destinée à causer des préjudices à un individu. Il y a la question de la désinformation qui est devenue une question capitale. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, que ça soit communiquer de la presse avec nous, aller sur les réseaux sociaux, les photos que nous voyons en ligne, même les choses que nous partageons, la désinformation, malheureusement, est là et ça va être très difficile de s'en débarrasser. Le secteur des médias offre plusieurs opportunités de profession aux hommes des médias. De l'UNESTIC, on se rend à la FASEG où le bureau d'union d'entité organise une formation en art oratoire. Elle démarre demain et va se dérouler dans la zone master de l'université. L'objectif est de permettre aux étudiants d'avoir la maîtrise dans la prise de parole en public, la gestion de soi ainsi que la gestion du temps. Banabé Kodjo. La formation en oratoire est organisée dans le but de permettre aux participants de savoir prendre des paroles en public, pas seulement en public, mais de savoir parler partout où le besoin se fait sentir. La formation va se porter sur tout ça. Comment gérer le temps, le stress, l'articulation des mots,
La formation va durer 3 jours et sera suivie d'une attestation qui va être délivrée aux participants. Je l'annonçais dans les titres, la plateforme de demande des allocations universitaires va être réouverte à partir du 20 mai prochain pour le concept de l'année académique 2023-2024. Les étudiants allocataires des universités publiques qui n'avaient pas pu s'inscrire sur la plateforme sont invités à le faire. Le processus va se dérouler sur le site web des bourses enseignement supérieur. Tous les étudiants boursiers et secourus doivent valider leurs inscriptions au titre de l'année académique 2023-2024 avant de pouvoir s'inscrire sur la plateforme qui va être à nouveau fermée le 2 juin 2024. Le journal L'étudiant noir dispose désormais d'un bureau à l'université de Parakou. Après plusieurs années d'attente, le journal a désormais un cadre où se réunir pour les conférences de rédaction, les réunions et autres rencontres importantes pour l'évolution et la bonne marche de ces activités. Cet exploit a été rendu possible grâce à la volonté et au soutien du président de la Fédération nationale des étudiants de l'université de Parakou FNEUP, Hippolyte Gbedokpa. La cérémonie de remise des clés du bureau a eu lieu hier en présence du directeur de publication Honorance Daniel Kouagou, du bureau directeur BD du journal L'étudiant noir présidé par Jean-Luc Ezi. Une tentative de vol s'est produite ce matin au centre commercial EPAC de l'université d'Abomey-Calavi. 2 prétendus voleurs ont pénétré le marché étudiant pour arnaquer une commerçante. C'est ce que vous nous dites, Ismaëlo Metoivi. Du monde autour du kiosque de Dame Chantal ce matin au centre commercial EPAC de l'université d'Abomey-Calavi. Elle a été arnaquée par un jeune dans son kiosque mobile monnaie. Le voleur s'est servi d'un faux numéro pour tromper la vigilance de Dame Chantal et lui a soutiré 2000 francs, laquelle somme a été remise au conducteur de moto qui a pris la fuite. Il était venu demander un retrait de 12 000, ce que la dame n'avait pas. Elle n'avait pas de liquide en fait. Donc il lui a demandé de lui donner un billet de 2000 pour qu'il remette ça aux Zim. Le Zim voulait prendre 1800. Donc c'est là il a fini de donner l'argent aux Zim et la dame a demandé à ce qu'on fasse le retrait et que c'était un faux numéro. À l'été, les riverains du centre commercial ont séquestré le jeune homme. Une personne de bonne volonté a retourné les 2000 à Dame Chantal qui ici met l'accent sur le renforcement de mesures sécuritaires dans les centres commerciaux. Ce matin, c'est comme ça, j'ai été victime par un de ces fourreurs-là. Il est venu et puis il a dit qu'il veut faire un retrait de 12 500. Et puis je lui ai répondu que je n'en ai pas. Du coup, il m'a dit, est-ce qu'il peut avoir 2500 au moins? C'est là j'ai dit oui. Donc quand j'ai commencé par faire le retrait, il m'a dit alors dans ce cas de lui remettre rapidement 2000 pour qu'il puisse libérer le quelqu'un en question. Et on a commencé par faire l'opération quand ça a du fonds insuffisant. Chacun doit veiller à sa propre sécurité désormais dans ce haut lieu de savoir où les actes de banditisme se font de plus en plus remarquer. Bien à vous, Ismaëlo Mentoevi. La famille est à l'honneur. En ce 15 mai, l'Organisation des Nations Unies célèbre la Journée mondiale de la famille. Une journée qui entre dans le cadre de la valorisation et du rôle de la famille dans la société. Nombreux sont les étudiants et étudiantes qui sont déjà des pères et mères de famille. La conciliation des études universitaires avec la vie de famille n'est pas chose aisée, au dit de quelques étudiants rencontrés ce matin sur le campus. Je disais tout à l'heure que la famille est à l'honneur. En ce 15 mai, l'Organisation des Nations Unies célèbre la Journée mondiale de la famille, une journée qui entre dans le cadre de la valorisation et du rôle de la famille dans la société. Nombreux sont les étudiants et étudiantes qui sont déjà des pères et mères de famille. La conciliation des études universitaires avec la vie de famille n'est pas chose aisée, au dit de quelques étudiants rencontrés ce matin sur le campus d'Abomey-Calavi.
Être étudiante, à la fois gérer une famille, avoir un enfant, c'est pas si facile. Tu dois dire les études, t'occuper de l'enfant, si possible, faut encore travailler. Moi, personnellement, t'es obligé d'arrêter. J'ai commencé par travailler dans le domaine d'hôtesse événementiel et beaucoup d'autres. C'est très difficile en fait. Des fois, tu rates même les opportunités. C'est compliqué, surtout le temps qu'on traverse, parce que les études, ça nécessite beaucoup de dépenses, en ce sens que il faut payer les documents, le déplacement, faire les photocopies et autres. Au niveau de la famille aussi, la petite famille aussi, il faut subvenir aux besoins des enfants, de la femme et aussi penser à mes propres besoins. C'est compliqué. On faisait des petits jobs entre-temps qui nous permettaient de joindre d'une manière ou d'une autre les deux bouts. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus les jobs comme ça. À un moment donné, on est obligé de sacrifier une partie des études pour encore aller chercher d'autres jobs encore de plus pour pouvoir subvenir aux besoins de la petite famille. Ils étaient au micro de Colombe Lissanou. Famille et action climatique, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la famille. Et ce journal se poursuit. Le gouvernement béninois a bloqué le 6 mai dernier l'exportation du pétrole nigérien. Cette décision intervient après un bras de fer et une relation diplomatique tendue entre les deux nations, et tout ceci à l'issue du coup d'État du 26 juillet 2023. La situation continue toujours de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Impact de l'embargo du Bénin sur le pétrole nigérien. C'est une production de Rachel Passassi. Entre la sortie du président Patrice Talon sur le blocage de l'exportation du pétrole nigérien et les réponses par médias interposés des autorités nigériennes, les Béninois ne savent pas où se mettre. Dans un sursaut patriotique, ils sont nombreux à penser que le Bénin ne saurait courber l'échine devant le Niger pour les raisons évoquées. Pour quelques citoyens rencontrés, il s'agit d'une guerre de leadership. Le Bénin aura appel en fonction des revenus que le Bénin était censé percevoir sur chaque exportation par jour. Et en termes de géopolitique, il faudrait également rappeler que le Niger a un grand partenaire, la Chine, qui a investi lourdement pour la réalisation de ce projet. Et n'oublions pas que la Chine est également partenaire avec le Bénin. Et donc, sur le côté géopolitique, le Bénin sera dans une certaine mesure appelé à revoir sa position afin de permettre également de satisfaire les intérêts de son partenaire chinois. Le refus du Bénin pour l'exploitation du pétrole aura des impacts négatifs sur l'économie du pays et aussi en matière de la gestion, parce que ça implique aussi la politique. Je pense que c'est une guerre de leadership ou bien un conflit d'intérêts, si je puis le dire. Valentin Amadi et Franck Assogba sont respectivement entrepreneurs et collaborateurs avec les fournisseurs des produits pétroliers. Ils soutiennent que cette décision gouvernementale est fructueuse. Le gouvernement est responsable de ces actes et il a su analyser le pour et le contre de cette décision, et c'est toujours les deux peuples qui gagnent. Donc je ne vois pas la conséquence économique que cela pourrait être. L'installation qui a été faite, c'est une installation très lourde sur le plan lucratif. Tout est déjà installé avec des montants exorbitants et aujourd'hui ils sont à quelques mètres quasiment prêts pour l'exploitation du produit. Voilà que le gouvernement béninois émet son veto. Il dit non, il faut dire en un mot, c'est le lucratif qui est en jeu. Mais le Bénin ne peut pas prendre des décisions insensées. Il faut la limpidité dans le jeu. Si ce qui a été souligné sur les décisions qui ont été prises en amont, le Niger n'a pas respecté, je n'ai pas trouvé la négativité de la décision de notre gouvernement. Non. Les impacts de l'embargo du Bénin sur le pétrole nigérien sont considérables selon Olivier Michel de Campos, analyste politique. Cela affectera directement l'économie du Niger qui compte grandement sur ses exportations de pétrole. Alors sur cette manne pétrolière qui devait quand même aider à renflouer les caisses de l'État et à restaurer un peu l'économie de ce pays-là qui a été grandement affaiblie, non seulement par la conjoncture internationale, mais également par les sanctions imposées au lendemain d'un coup d'État. Les commerçants également subiront des pertes financières et des perturbations dans leurs activités. Alors sur le plan économique également, cela peut exacerber les tensions sociales et politiques internes au Niger et accentuer la menace
menace terroriste et même potentiellement nuire aux relations régionales de manière plus large. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que le Bénin également serait un grand perdant si la situation devait en rester là ou se dégrader davantage. Et les risques pour le Niger pourraient même être moindres à long terme. Rappelons que le Bénin et le Niger ne sont pas seuls dans cette équation. Il y a également la Chine à travers la société d'État chinoise qui a en grande partie financé ce projet de pipeline. Un autre registre dans cette édition. Chaque année, des millions d'enfants partout dans le monde font face à l'éclatement de leur famille. Les enfants sont grandement affectés par le divorce. Le potentiel de problèmes à court et à long terme est considérablement plus élevé chez les enfants dont les parents sont divorcés. Les conséquences des divorces sur les enfants sont exposées dans cette production de Johanna Nwati. Les impacts du divorce des parents sur les enfants sont nombreux. Il s'agit entre autres d'une dépendance affective vis-à-vis du parent et d'un manque de productivité au niveau de l'enfant. Claude Azalou Tingbe, sociologue. Si on suppose que c'est un homme, ça veut dire qu'il n'a pas connu la présence de sa maman de manière régulière. Et l'absence de la présence de sa maman peut l'amener à développer ce que les psychologues appellent une dépendance affective. Cette dépendance affective peut amener l'homme dans la société de demain à être quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, à être quelqu'un qui ne cherche que l'approbation des autres. Ça veut dire que sa productivité dans la société va chuter. Il commence par devenir un fléau social pour la société. Parce que quand on n'avance pas, on recule. Sur le plan éducatif, les conséquences du divorce sur les enfants incluent une baisse du rendement scolaire, une faible adaptation psychologique, sociale, émotionnelle et un concept de soi négatif. Emmanuel Hungia, enseignant et psychologue clinicien en formation. L'enfant reçoit une fracture à l'intérieur. Il se trouve émietté. Sa personnalité qui est en constitution va commencer par flotter. Avant, il entendait champion, championne, je suis là. N'aie pas peur, tu me vois, non? Tu peux réussir, ça va aller. Donc désormais, il entendra, il n'y a personne là, tu es foutu. Alors son discours intérieur va commencer par flotter. Parce que l'estime de soi n'est plus en place. Il va commencer par dire, c'est foutu, je n'ai personne, je ne peux rien, je ne suis rien. D'ailleurs, je suis bête, je suis un nul. Est-ce que je peux maintenant? Il va commencer par se relâcher, tristesse forte. D'un autre côté, cette situation empêche les enfants de s'épanouir dans leur vie de couple, de famille et de vie sexuelle dans le futur. Claude Azalou Tingbe. Le divorce des parents fait que le sexe d'un enfant, un garçon par exemple, peut être amené à haïr le sexe opposé. Tout dépend du parent chez qui il est resté, il peut haïr le sexe opposé. Si c'est une fille, elle peut haïr tout ce qui est garçon. Et ça peut lui créer assez de problèmes dans son foyer demain. La famille est le premier microcosme social. C'est elle qui construit le système social d'une société. Et si déjà le garçon, le petit enfant qui va grandir demain est obligé de haïr le sexe opposé, les couples sont en danger, les futurs couples sont en danger, les futures familles sont en danger et donc la future société. Malgré ces difficultés, plusieurs parents trouvent des moyens de faire des besoins de leurs enfants une priorité absolue. Ils apprennent à exercer efficacement leur fonction parentale, ont confié les spécialistes. On reste toujours avec Johanna Nwati pour prendre connaissance des informations hors de nos frontières. Johanna Nwati, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Ousmane Sonko aux côtés de Jean-Luc Mélenchon pour une conférence. Le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF organise ce jeudi 16 mai une conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle va être co-animée par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, président du PASTEF, et Jean-Luc Mélenchon, président de la France Insoumise LFI. Pour le président du PASTEF, il est nécessaire pour l'Afrique de repenser ses relations avec l'Europe et pas de là tous leurs partenaires. Ces relations, affirme-t-il, doivent être équilibrées. La conférence va se dérouler à l'amphi UCAD 2 à partir de 16h sur le thème « Échange sur l'avenir des relations Afrique-Europe ».
L'université numérique Cheikh Hamidou Kane organise un colloque sur le secteur informel. Il va se dérouler les 16 et 17 mai prochains à partir de 9h à l'auditorium Kali à Mafal à l'université Cheikh Anta Diop ainsi que sur la plateforme collaborative de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Ce colloque vise à établir un cadre scientifique interdisciplinaire favorisant la recherche à l'action pour structurer efficacement les groupes professionnels informels, renforçant ainsi leur ancrage sociétal. Cette première édition prépare la mise en place à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane d'une licence de master et d'une formation doctorale en sociologie économique axée sur le secteur informel. Il va être placé sous la présidence du professeur Moussa Lo, recteur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, et du professeur Amadou Ali Mbaye, recteur de l'université Cheikh Anta Diop, qui va animer la conférence inaugurale. Les thématiques qui vont être abordées sont la sociologie de l'informel, comprendre l'informel, la politique de l'informel, accompagner l'informel, les incubateurs du secteur informel. Le Togo va commencer par évoluer désormais avec un régime parlementaire. C'est la nouvelle constitution promulguée et instaurée, a instauré la 5e République qui l'exige. Vous n'êtes plus sans le savoir, mais ce que vous ne savez peut-être pas encore, ce sont les implications de cette transition de régime. Joanna. Tout à fait. Le régime présidentiel et le régime parlementaire, c'est deux choses différentes et deux modes de gouvernance différents. Cette affirmation n'est pas gratuite. Elle est selon les spécialistes de la géopolitique afin de mieux comprendre les nuances entre régime parlementaire et régime présidentiel. L'entretien de ce mercredi aborde la question tenant et aboutissant de la transition du régime présidentiel au régime parlementaire au Togo. C'est à travers cet entretien qui a accordé l'analyste géopolitique Olivier Michel de Campos à Boris Agbalika. Olivier Michel de Campos, bonjour. Bonjour. Régime parlementaire et régime présidentiel, à quoi retournent ces deux notions? Alors, il faut comprendre par régime parlementaire un système politique dans lequel le pouvoir exécutif est dérivé du pouvoir législatif. Alors, les caractéristiques principales d'un tel régime incluent plusieurs aspects importants, tels que, en premier lieu, le rôle central du Parlement. Alors, de même, dans un tel régime, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Alors, le gouvernement est formé par le parti ou la coalition majoritaire au Parlement. Il est responsable donc devant le Parlement et peut être renversé par celui-ci par une motion de défiance ou un vote de censure. Le régime présidentiel se caractérise par une séparation claire des pouvoirs et l'indépendance du président par rapport au Parlement. Alors, ce système vise à fournir une gouvernance stable et efficace, bien que cela puisse parfois entraîner des défis liés à la coopération interinstitutionnelle. Quelles sont les grandes dissemblances entre les deux types de régimes? Il faut dire qu'elles sont principalement à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est la séparation des pouvoirs. Dans un régime parlementaire, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, est généralement issu du Parlement. Le chef de l'exécutif est souvent un membre du Parlement et est responsable devant celui-ci. Au contraire, dans un régime présidentiel, il y a une séparation stricte entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le deuxième niveau, c'est le mode de formation du gouvernement. Dans un régime parlementaire, le gouvernement est formé par le parti ou la coalition majoritaire au Parlement. Le Premier ministre est souvent le chef du parti majoritaire ou de la coalition. Tandis que dans un régime présidentiel, le président est élu directement par le peuple ou par un collège électoral séparément du Parlement. Le président nomme généralement ses propres ministres ou secrétaires sans avoir nécessairement besoin de l'approbation du Parlement. Le troisième niveau, c'est celui de la responsabilité politique. Alors, la responsabilité politique dans un régime parlementaire est caractérisée par un élément assez clé, c'est-à-dire que le gouvernement est responsable devant le Parlement et peut être renversé par une motion de défiance. Alors, le Parlement exerce un contrôle étroit sur l'exécutif. En revanche, dans un régime présidentiel, le président n'est pas responsable devant le Parlement pour sa nomination ou sa destitution. Alors, le quatrième niveau, c'est celui de la flexibilité et de la stabilité. Alors, le régime parlementaire est souvent plus flexible et peut s'adapter plus facilement aux changements politiques, tandis que dans le régime présidentiel, on a généralement une plus grande stabilité exécutive car le président est élu pour un mandat fixe
Eh bien, le cas du Togo est sur tapis en termes de changement de régime. Quelles sont les implications politiques pour ce pays afin de réussir cette transition d'un régime à un autre? La transition d'un régime présidentiel à un régime parlementaire est un processus complexe qui comporte plusieurs défis institutionnels, politiques et sociaux. Surmonter ces défis nécessite des efforts concertés, des réformes institutionnelles soigneusement planifiées, un dialogue politique inclusif et une forte volonté politique pour assurer une transition réussie et établir un système parlementaire efficace au service des intérêts du pays et des citoyens. Michel de Campos, on ne saurait finir cet entretien sans énumérer des cas de pays qui évoluent déjà sous un régime parlementaire. Quelques-uns en exemple. Comme exemple de pays à régime parlementaire, vous avez le Royaume-Uni où le Premier ministre est le chef du gouvernement et est responsable devant le Parlement. Le Canada qui a un système parlementaire similaire à celui donc du Royaume-Uni. Vous avez également la Belgique, vous avez l'Italie, vous avez l'Allemagne, vous avez le Japon, vous avez l'Inde. Du côté de l'Afrique, vous avez l'Éthiopie et la République de Maurice. Alors la spécificité au niveau de l'Afrique, c'est que nous avons beaucoup de pays qui pratiquent un système de régime plutôt semi-présidentiel où on retrouve à la fois les caractéristiques de régime parlementaire et des caractéristiques donc de régime présidentiel. Olivier Michel de Campos, analyste géopolitique, merci. Merci bien à vous. Bien à vous également, Boris Agbalika. À présent, le journal des sports. Le journal, la page des sports. Et c'est avec Léona Irédé. Léona, bonjour. Bonjour Valérie Abouassi et bonjour à tous les amoureux du football. On ouvre cette page des sports par les matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui démarre aujourd'hui au Ghana pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. Et c'est parti pour 13 jours de compétition. Valérie Agboessi, Accra, la capitale ghanéenne, va vibrer aux couleurs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. C'est bel et bien le football. 6 pays sont en lice. Il s'agit du Ghana, pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria tenant du titre, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. La phase de poule demain à 16h GMT à University Stadium au Ghana. Les Golden Eagles du Nigeria joueront les premiers matchs face au Burkina Faso demain à 15h GMT. Toujours dans la même journée et toujours dans le groupe B, le Togo plutôt affronte le Niger. Le Bénin fera face, logé plutôt dans le groupe A, fera face au Ghana le samedi prochain pour sa première sortie dans la compétition. La phase de poule va être clôturée avec les ultimes rencontres de la troisième journée Niger-Burkina Faso, le Niger et le Togo dès le mercredi prochain. Rappelons que les deux finalistes du tournoi sont automatiquement plutôt qualifiés pour la phase de poule de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 des moins de 17 ans. Des nominations ont été prononcées au ministère des Sports ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Oui, c'est vrai, Valérie, sur proposition du ministre des Sports Benoît Dato, les nominations ci-après ont été nommées au poste suivant. Directeur adjoint de cabinet, M. Thierry Akoumabou Akba. Directeur adjoint de la planification de l'administration et des finances, M. Bonaventure Ayoro. À la direction générale de l'Office béninois du sport et universitaire, M. Soumon Victor Lawin. Et au poste de conseiller technique juridique, M. Wilfried Houanga. À la veille du tournoi UFOAB des moins de 17 ans qualificatif à la CAN U17, le sélectionneur des Guépado, Hubert Honfort, galvanise son groupe. Je cite, j'ai dit aux enfants que les Béninois ne vont plutôt pas savoir si on a une préparation ou pas, mais qu'ils seront devant leur petit écran pour voir les équipes gagner. Donc toute la mission les incombe et ils savent que quand on porte ce maillot, il faut l'honorer. On doit donner tout ce qu'on a dans le ventre pour honorer le maillot. Il est hors de question qu'on jette la honte sur le pays. On doit tout faire pour y arriver avec les armes dont nous disposons. Fin de citation, Valérie.
Merci à vous, Léona Irédé. Mesdames et messieurs, c'est toute l'équipe du service de l'information de Radio Univers qui, de par ma voix, vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Retenez que Maïmouna Sonkéré a mis en onde cette édition préparée et réalisée par Jean-Paul Fahmi. Moi-même, je suis Valérie Agbouressi. J'ai eu le plaisir de vous informer. Belle suite de journée à toutes et à tous.